Bonjour à toutes et à tous, on va explorer une idée assez explosive aujourd'hui. Et si la télévision pouvait, littéralement, fabriquer un leader? C'est la thèse centrale du livre The Apprentice President. L'idée, ce n'est pas que la télé a simplement montré une personnalité qui existait déjà. Non, c'est qu'elle l'a carrément inventée, construite de toutes pièces. Allez, on regarde comment. La question de départ est finalement aussi simple que vertigineuse. Comment le petit écran peut-il modeler l'opinion à un tel point, au point de créer ce qui deviendra des années plus tard un dirigeant politique? C'est ça qu'on va décortiquer ensemble. Et voilà, dès le début, l'argument posé, noir sur blanc. L'image que des millions de gens ont reçue dans leur salon n'était pas un simple reflet, mais bien une construction, une réalité alternative façonnée par les médias. Pour comprendre, il faut revenir au point de départ. Et tout commence avec cette idée forte, celle d'une résurrection. Attention, pas une résurrection financière dans le monde réel, non, une résurrection purement télévisuelle. D'un côté, on a le mythe, l'image d'Épinal, la phrase que tout le monde connaît, celle du boss autoritaire qui tranche dans le vif. Et de l'autre, eh bien la réalité de la fin des années 90, bien plus brutale, celle d'un homme d'affaires qui enchaînait les échecs et les faillites. Un contraste saisissant. Mais alors, juste avant l'émission, quelle était son image de marque? Comment est-ce qu'on en est arrivé là? Il faut comprendre le terrain sur lequel tout ça a été bâti. C'est une très bonne façon de le dire. Sa célébrité, en fait, tournait un peu en rond. C'était une sorte de boucle sans fin. Il était connu, non pas pour ses succès d'affaires récents, mais tout simplement parce qu'il était déjà connu. Une image que les médias entretenaient en permanence. En fait, son principal business, ce n'était plus la construction ou les casinos, c'était son propre nom. Son modèle économique, c'était de le vendre comme une marque de luxe, qu'on pouvait coller sur des bâtiments, des produits, des entreprises, qu'il ne possédait ou ne gérait même pas la plupart du temps. Et ce grand écart entre l'image et la réalité, il devient vraiment flagrant quand on regarde les faits. La source cite toute une série de produits dérivés qui ont été des fiascos complets. C'est bien la preuve que le nom, à lui seul, ne suffisait plus à garantir le succès. Le résultat de tout ça, il est sans appel. Le monde des affaires, le vrai, ne le prenait tout simplement plus au sérieux. Pour eux, il était passé dans la catégorie divertissement. Et c'est ce statut, paradoxalement, qui va lui ouvrir la porte du chapitre le plus incroyable de sa vie. Et voilà le tournant. Le moment qui va absolument tout changer, c'est l'arrivée de The Apprentice. Et l'homme clé derrière tout ça, c'est lui, Mark Burnett. C'est le producteur de Survivor, un génie de la télé. Et il a une intuition. Ce que le public adore, c'est la compétition, le drame, le suspense de l'élimination, et par-dessus tout, la figure du juge, tout-puissant, qui décide du sort des autres. Et le format de l'émission, c'est un vrai coup de génie. Le concept est simple, des gens se battent pour un job. Chaque semaine, un est éliminé. Mais la vraie trouvaille, elle est là, dans la 3e étape. La star de l'émission, lui, est intouchable. Il juge, mais il n'est jamais jugé. Il est l'autorité suprême, indiscutable. Et c'est ça, toute l'ironie de l'histoire. L'homme qui avait connu tant de déboires financiers se retrouvait soudainement avec le pouvoir absolu de dire aux autres s'ils étaient des gagnants ou des perdants. La télé venait d'inverser les rôles. Bon, maintenant qu'on a posé le décor, on va entrer dans la fabrique. On va aller voir ce qui se passe au cœur du réacteur, la salle de montage. 20 millions. Il faut vraiment prendre la mesure de ce chiffre. 20 millions de personnes dès le tout premier soir. L'impact culturel n'a pas été progressif. Il a été immédiat, colossal. D'un seul coup, cette nouvelle image a été projetée à une échelle absolument gigantesque. Voilà le double jeu permanent de l'émission. Ce qu'on voit à l'écran, limousine, hélicoptère, la salle de conseil dorée, tous les symboles du succès. Mais ce qu'on ne voit pas, la réalité cachée, des faillites, des bâtiments qui ne lui appartiennent pas, et même une salle de conseil qui n'est qu'un décor de studio, tout était une mise en scène. Et là, la source avance une idée vraiment fascinante. C'est que le personnage public qu'on connaît n'existait pas encore. Il n'était qu'une possibilité, une matière première, des heures et des heures d'images brutes sur un disque dur, qui attendait d'être sculptées. Et c'est en salle de montage que la transformation s'opère. Ses propos, parfois un peu confus ou hésitants, étaient taillés, coupés, remontés pour devenir des déclarations chocs, des punchlines. Ces moments d'indécision, gommés, pour ne laisser à l'écran qu'une image de certitude absolue. Et la conséquence de tout ça, elle est énorme. C'est que pour toute une génération de téléspectateurs, ce personnage de fiction, c'était leur tout premier contact avec Donald Trump. Ils n'ont pas connu l'homme d'affaires en difficulté des années 90, ils n'ont connu que le boss infaillible de la télé-réalité. Et puis, bien sûr, il y a l'aspect financier. Ce chiffre est juste ahurissant.
Ce qui est fou, c'est qu'au final, jouer le rôle d'un homme d'affaires à succès à la télévision s'est avéré bien plus lucratif pour lui que de l'être dans la vraie vie à cette époque. Alors, la question qui se pose maintenant, c'est comment est-ce qu'on passe de la salle de conseil d'une émission de télé à l'arène politique mondiale? C'est la toute dernière pièce du puzzle. En fait, il ne faut pas voir l'émission comme une fin en soi, il faut la voir comme un immense terrain d'entraînement. Une répétition générale qui a duré 11 ans. 11 ans pour apprendre à capter l'attention, à rendre des jugements sans appel et à projeter une image de domination. Et ça nous amène à la conclusion choc de l'analyse. La campagne politique qui a suivi n'était finalement que la saison suivante de l'émission, mais sur une autre chaîne. On y retrouve exactement les mêmes codes, la même logique d'élimination, le même spectacle centré sur un personnage, seul le décor a changé. Et c'est la question qui reste en suspens à la fin de cette analyse. Une question qui nous dépasse tous. Si la frontière entre le spectacle et la politique devient si floue, alors qui contrôle vraiment le récit? Qui est en coulisses, dans la salle de montage, en train de décider ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas? C'est une réflexion qui va bien au-delà de cette histoire. Merci d'avoir suivi.